Alors, on va essayer de garder un certain sens logique et chronologique à tout ça. Donc on va commencer par les petits manuels d'histoire de Marion Sigaud, et notamment le numéro 1 qui est fondamental, qui est de la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise, l'absolutisme royal et ses opposants. Alors pourquoi ce livre est fondamental ? Parce qu'en fait toute la doxa contemporaine fonctionne sur l'idée que l'ancien régime était un régime d'obscurantisme, c'est-à-dire de violence, d'inégalité, de mépris et d'exploitation du petit peuple, et que la Révolution française, portée par les Lumières, a inversé tout ça. Or, Marion Sigaud nous démontre, non pas en tant que philosophe, mais en tant qu'historienne, c'est important, parce que moi je connais beaucoup de philosophes qui ont commis des erreurs, et dont j'ai d'ailleurs pâti, parce qu'en fait ils ont une formation de philosophe et pas d'historien. Et ils ont souvent pris pour argent comptant les idéologues des Lumières, sans en fait aller voir du côté de l'histoire pour corriger le tir. Et Marion Sigaud corrige le tir. Et elle nous démontre par ce bouquin qu'en réalité, les Lumières, c'est-à-dire l'encyclopédie, qui est effectivement se présente comme une poussée de rationalisme par rapport à un irrationalisme à la fois social et religieux, et la mise en place, au nom de la raison, du libéralisme, mais du libéralisme au sens économique anglais, c'est-à-dire d'une très grande violence sociale, et surtout que la monarchie était en fait le garant d'un certain ordre chrétien, et cet ordre chrétien protégeait les pauvres, les gens qui travaillaient, essentiellement les paysans, et qu'en fait la raison, en détruisant et en s'attaquant violemment à l'Église catholique et à l'ordre chrétien, a livré finalement le petit peuple à la violence libéralo-rationaliste des penseurs des Lumières. Et en fait, quand on étudie la Révolution française, derrière un égalitarisme formel, liberté formelle, égalitarisme formel, c'est la destruction de toutes les protections sociales qui étaient garanties par la monarchie et finalement qui puisaient ses valeurs et ses principes dans la religion chrétienne et dans l'Église, pour mettre en place progressivement la sauvagerie libérale, telle qu'on la vit d'ailleurs aujourd'hui. Et la chose la plus emblématique est la mise en place par la Révolution française de la loi Le Chapelier, qui est la dérégulation totale, notamment du prix du pain, interdiction de réunions et par la destruction des corporations de ce qui se constitue en fait des syndicats de travailleurs. La loi Le Chapelier, promulguée en France le 14 juin 1791, est une loi proscrivant les organisations ouvrières, notamment les corporations des métiers, mais également les rassemblements paysans et ouvriers ainsi que le compagnonnage. Elle interdit de fait les grèves et la constitution des syndicats au cours du siècle suivant, mais aussi certaines formes d'entreprises non lucratives comme les mutuelles. Elle ne visait ni les clubs patronaux ni les trusts et ententes monopolistiques qui ne furent jamais inquiétés. C'est très important de comprendre tout ça parce que pratiquement tous les gens de bonne foi, les penseurs contemporains associent systématiquement encyclopédie Lumière à progressisme social, alors qu'en réalité, c'est dans une large mesure une régression sociale. Et la malheureuse paysannerie, qui représentait quand même 90% de la population, avait des revendications, mais jusqu'à là, c'est-à-dire que la dégradation, pendant les 30 ans qui ont précédé la Révolution française, la situation de la paysannerie s'est dramatiquement détériorée. Ça a été épouvantable, sous la poussée libérale, sous la poussée des physiocrates, la poussée des Lumières, la poussée de toutes les idées modernes. Et combien y a-t-il eu de représentants de la paysannerie aux États généraux? Il n'y a eu que des bourgeois. Voilà, donc c'est très important de lire ce petit livre de Marion Sigaud, je répète le titre, de la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise, l'absolutisme royal et ses opposants. Donc ça, chapitre par chapitre, ça montre bien que la bourgeoisie montante s'est attaquée à l'Église catholique et au pouvoir royal, le pouvoir royal faisant en général l'équilibre entre les intérêts du peuple et les abus
et les prétentions des féodaux. Le roi est extrêmement encadré. C'est pas du tout un dictateur, c'est un électron libre. Un dictateur, c'est quelqu'un qui va faire ce qu'il entend. Le roi est extrêmement bridé, il est extrêmement surveillé. Il a l'Église d'abord qu'il surveille parce que la France est fille aînée de l'Église, donc ça veut dire que le roi est un roi très catholique. Et l'Église sert beaucoup à ça, à veiller au grain, à faire en sorte que le bien commun tel qu'il est conçu, tel qu'il est entendu par le catholicisme, ce qui est le propre de la France, que le roi ne s'en éloigne pas et l'Église a une influence. Faut bien comprendre ça, c'est que finalement le roi est plutôt de gauche par rapport aux baronnies et aux féodaux, et que finalement le roi et l'Église maintenaient un certain équilibre social à gauche qui a été rompu par la Révolution française et qui a amené finalement tout ce qu'on a pu constater, c'est-à-dire qu'après la Révolution française, il y a eu la montée de la violence envers le prolétariat, le travail des enfants, le travail des femmes, et c'est là, ça m'amènera au bouquin suivant, qu'en fait la violence envers le peuple devenu le prolétariat qui a amené finalement la critique socialiste de la bourgeoisie, ce n'est pas l'idée que la bourgeoisie a trahi la promesse des Lumières. En fait, la bourgeoisie a accompli la prétention et les promesses des Lumières, qui était bien le libéralisme économique et qui était bien une promesse de violence sociale, comme le démontrent tous les propos de Voltaire sur les pauvres et sur le monde du travail. Et 3 ans plus tard, Voltaire écrit « Je crois que nous ne nous entendons pas sur l'article du peuple que vous croyez digne d'être instruit. J'entends par peuple la populace qui n'a que ses bras pour vivre. Je doute que cet ordre de citoyens ait jamais le temps ni la capacité de s'instruire. Il mourrait de faim avant de devenir philosophe. Et vous avez compris que le monde se divise en deux. Il y a le peuple et il y a les philosophes. Donc puisque le peuple est le peuple, il n'a pas besoin de s'instruire. Il ne deviendra jamais philosophe. Il me paraît essentiel qu'il y ait des gueux ignorants. Si vous aviez comme moi une terre et si vous aviez des charrues, vous seriez de mon avis. Ce n'est pas le manœuvre qu'il faut instruire, c'est le bon bourgeois, c'est l'habitant des villes. On doit prêcher la vertu au plus bas peuple. Quand la populace se mêle de raisonner, tout est perdu. Lumière, lumière. C'est-à-dire que ce qu'on croit être la gauche, c'est-à-dire les Lumières et le progressisme des Lumières, est en vérité de la droite. Et ce qu'on croit être de la droite, c'est-à-dire l'absolutisme royal et l'Église catholique, sur la question sociale, est en réalité beaucoup plus à gauche que les valeurs des Lumières et que ce qui a été mis en place par la Révolution française. Voilà. Donc je pense que c'est fondamental parce que si on ne fait pas cette relecture historique et qu'on ne remet pas à la place ce mensonge, eh ben on reste dans du Michel Onfray, quoi. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'idée progressisme-réaction et que finalement tout ce qui renvoie à l'ancien régime serait réactionnaire, donc socialement de droite. J'ai un problème quand la religion devient théocratie, c'est-à-dire quand on nous dit maintenant vous allez faire ceci, vous n'allez pas faire cela, ceci est interdit, ceci est autorisé, vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela. Donc je pense que moi je suis un fils de la Révolution française. Pas de 93, mais de 89. La démocratie, c'est l'alternative. C'est soit la théocratie, tout pouvoir vient de Dieu, phrase de saint Paul, soit la démocratie, le pouvoir vient du peuple. Après, on s'entend sur la question de la souveraineté, comment on obtient l'expression de la souveraineté populaire, mais je pense que nous avons, avec la religion, à chaque fois qu'elle s'installe, une incapacité à la démocratie, ce qui est normal, c'est consubstantiel à la religion. Alors que souvent, même si c'est, on va dire, traditionnaliste et considéré comme réactionnaire, c'est en fait socialement plus à gauche que ce qui est venu après. Et aujourd'hui, on est toujours sur cette confusion de nouveauté égale progrès. C'est-à-dire c'est arrivé après, donc c'est mieux socialement, alors qu'en réalité, ce petit livre démontre que c'est arrivé après, historiquement, et que socialement, c'est objectivement une régression. Le monde ouvrier parisien, et la révolution se passant quand même sur Paris le monde ouvrier parisien était absolument important, essentiel. Le monde ouvrier parisien n'a même pas été représenté aux États généraux. C'est-à-dire que les États généraux, ça demandait des élections. On a élu des représentants pour porter les doléances du peuple des 4 coins du royaume jusqu'à Versailles. Donc les ouvriers parisiens n'ont pas eu le droit d'élire leurs propres délégués. Ça veut dire que tout ce qui concerne le travail à Paris a été réglé par d'autres qu'eux, parce que le monde ouvrier n'a pas le nombre. La paysannerie, au moins, elle a le nombre. C'est 90% de la population, la paysannerie. Donc elle va réussir d'une certaine manière à se faire entendre, parce que le monde ouvrier va tout perdre. Tout perdre. Et ça est incontestable historiquement. Mais ce n'est pas une trahison de la promesse des Lumières. En fait, c'est l'accomplissement de la logique des Lumières. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut bien insister. L'épopée bourgeoise et sa violence n'est pas une trahison des Lumières, c'est un accomplissement de la logique des Lumières. Et c'est ça que démontre Marion Sigaud, et c'est ça que j'ai même
presque, je dirais, découvert moi-même depuis quelques années. Et je veux dire, même mon maître Michel Clouscar tombait dans des tas de pièges, finalement, n'étant pas historien mais philosophe, par rapport justement aux Lumières. 12 €, 120 pages, ce petit bouquin de Marion Sigaud, de la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise, l'absolutisme royal et ses opposants. Lisez ça et vous verrez que ça chamboule absolument toutes les valeurs sur lesquelles notre monde fonctionne, les Lumières, les droits de l'homme, le progressisme. Voilà.